Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va laisser quelques minutes, quelques instants en fait aux gens qui se connectent. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette journée de la Terre aujourd'hui. Probablement plusieurs d'entre vous en télétravail, on présume, avec la thématique du webinaire d'aujourd'hui. On imagine que ça fait partie de vos réalités, du moins vos préoccupations. Excusez, je vérifie que les gens continuent encore de se... J'ai vraiment... ça va être réalisé, les bugs techniques, là, au départ. On pourra dire que c'est fait. Donc, écoutez, on va commencer. Bonjour, bienvenue à ce webinaire de Concilivie sur le télétravail, la conciliation famille-travail. Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau, je suis la coordonnatrice du SAU Concilivie, puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le télétravail, ça a été souvent perçu au départ là, comme la mesure ultime de conciliation famille-travail. Donc, avant la pandémie, ceux qui sont en télétravail, ça facilite la conciliation. Après ça, je pense que la perspective a changé quand la pandémie est arrivée. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail, les enfants à la maison, pas toujours bien équipés, nos pratiques pas toujours adaptées non plus à ce télétravail-là parce qu'on y a été catapultés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le télétravail extrême est en partie derrière nous. Peut-être qu'il est encore un peu là si vous êtes dans la région de Québec, par exemple, avec les enfants à l'école, l'école à distance à la maison. Mais bref, on est dans une nouvelle ère, une ère où on veut se poser des questions pour dire comment est-ce qu'on peut faire perdurer cette pratique-là de télétravail, comment est-ce qu'on doit l'encadrer. Donc, aujourd'hui, dans le webinaire, on va répondre à 3 questions principales. Donc, quelles questions se poser, en fait, à l'interne dans notre organisation pour faciliter l'adoption du télétravail de manière durable? Qu'est-ce qu'une culture de déconnexion? Puis aussi, comment assurer la cohérence dans tout ça? Donc, vraiment, bienvenue, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour le fonctionnement du webinaire, on va vous inviter à poser vos questions dans le module questions et réponses. Donc, dans le bas de votre écran, vous avez le Q et R. On vous demande d'utiliser ce module-là. C'est beaucoup plus facile pour nous. Puis, on va revenir après ça avec vos questions. À la fin complètement du webinaire, on vous a réservé une période de questions. Donc aujourd'hui, majoritairement des inscriptions des personnes qui sont en ressources humaines. Donc, on sait que cette responsabilité-là incombe souvent aux ressources humaines de dire comment est-ce qu'on va organiser ça. On a aussi des directeurs généraux qui sont parmi nous, donc qui ont aussi à cœur, j'imagine, cette préoccupation-là de faire perdurer le télétravail. Quelques étudiants aussi, donc bienvenue. Des intervenants terrain, des consultants, donc quand même une belle variété malgré la majorité de gens en ressources humaines. Puis on a aussi des gens de différents types d'organisations, des OBNL, des PME, de la grande entreprise dans différents secteurs d'activité. Donc on voit maintenant que le télétravail, je pense que ça interpelle à un très, très large niveau. Donc rapidement, Concilivie, qui on est, si vous ne nous connaissez pas encore, bien, Concilivie, c'est une initiative d'un OBNL du secteur famille, puis Concilivie est dédié exclusivement à la conciliation famille-travail. Donc, on a un centre d'expertise qui réalise annuellement des grands sondages en matière de conciliation famille-travail auprès des employeurs, auprès des employés, qui réalise également des travaux pour stimuler l'innovation, faire avancer les réflexions, les recherches en matière de conciliation famille-travail. On a également le SAU Concilivie. Donc, le SAU, c'est une démarche qui est accompagnée par nos experts qui permet aux organisations de mettre en valeur leur engagement en matière de conciliation famille-travail, puis adapter tout ça à la réalité de leur entreprise. Donc, d'ailleurs, je salue, on a quelques inscriptions de détenteurs de SAU d'organisations en démarche. Merci d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente nos 2 invités. Donc, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mélina Roy, qui est consultante et blogueuse en ressources humaines, et Yarledis Coneo, qui est spécialiste en conciliation famille-travail. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous passe la parole quelques minutes, l'instant de vous présenter. Alors bonjour, Mélina Roy, j'ai 19 ans d'expérience en gestion des ressources humaines. Je suis consultante RH depuis les 8 dernières années. Je suis blogueuse aussi, auteure et blogueuse pour mon ami RH.
Je suis également auteure et gestionnaire de pratique pour le groupe Facebook privé Mes collaborateurs RH. Mon bac est en communication publique avec un bloc complémentaire en marketing management. Et cette année, ça fera 10 ans que je suis membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, puis au plaisir d'échanger aussi avec vous aujourd'hui. Merci, Mélina. Bonjour, Yarledis. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Merci Corinne pour l'invitation. Alors, Yarledis Coneo, je suis spécialiste en conciliation famille-travail. En fait, depuis 2012, je m'intéresse aux moyens d'harmoniser travail et vie personnelle. J'ai réalisé une maîtrise à l'Université Laval sur la conciliation travail-famille des femmes entrepreneurs. J'ai quelques années d'expérience de terrain en ressources humaines, puis j'ai commencé une carrière, si on veut, au niveau universitaire à l'Université Laval en recherche et enseignement. Présentement, je suis chargée de cours principalement pour les cours harmonisation, travail, vie personnelle, la communication dans les organisations et le gestionnaire et les défis de la gestion des ressources humaines. Mon autre chapeau, je suis consultante et formatrice, notamment en matière de conciliation et travail-famille. Merci beaucoup. Comme je le disais, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Vous allez voir le webinaire aujourd'hui. Ça va être vraiment sous forme d'échanges, de discussions qui vont nous permettre de couvrir les points importants. Donc, avant de commencer avec la première question, on va vous lancer un sondage qui questionne en fait sur les pratiques de vos organisations en matière de télétravail, dis-je bien. Donc, on va comparer ce qui se passait avant la pandémie puis ce que vous envisagez faire après la pandémie en matière de télétravail. Donc, je vois tranquillement que les votes commencent à se compiler. Donc, on pourra, une fois que ça sera terminé, vous partager les résultats à l'écran. Donc, ça continue. Quelques instants encore. Excellent. Donc, on vous partage les résultats. Donc, avant la pandémie, on voit que pour la majorité des organisations, il était possible de faire du télétravail, mais de manière occasionnelle. Ou encore la deuxième réponse qui vient, qui était la deuxième réponse la plus j'allais dire la plus populaire, je me sens dans la garde des clans. Bref, il n'était pas possible de faire du télétravail dans les organisations, donc en grande majorité, donc on n'était pas dans une culture où le télétravail était implanté. Puis quand on regarde sur l'avenir, quand on se projette, ben on voit que la majorité d'entre vous allez opter probablement pour du télétravail de manière hybride. Donc, j'imagine que c'est pour ça aujourd'hui que vous vous posez des questions avec nous pour savoir comment, c'est quoi les pratiques, les questions à se poser pour pouvoir faire durer le télétravail. Donc, on voit un changement dans les organisations. D'ailleurs, on peut souligner, j'arrête le partage, on peut souligner aussi, il y a une enquête qui a été réalisée par la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal, une étude qui a permis de suivre l'évolution de la perception des travailleurs sur le télétravail. Puis ce qui est intéressant de voir dans cette étude-là, c'est que les résultats entre avril et juillet sur le désir des gens de rester en télétravail a évolué. Donc, au départ, on était à, je pense que c'est 17% des gens qui voulaient demeurer en télétravail, puis en juillet, l'année passée, c'était environ la moitié des travailleurs qui souhaitaient demeurer dans une pratique de télétravail. Donc, on voit même que la perception des travailleurs a changé. Je pense qu'on s'est habitué à ce nouveau mode de fonctionnement-là aussi, puis que il y en a beaucoup dans l'étude qui disaient aussi que c'était un facilitant pour la conciliation, le télétravail. Donc, il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont démontré tous les bienfaits pour l'employeur de mettre en place des pratiques de télétravail. Mais concrètement, si on veut faire perdurer le télétravail, quelles questions on devrait se poser comme organisation avant d'implanter ces pratiques-là? Donc, Yarledis, tu voudrais commencer?
Mais oui, merci Corinne. En fait, tu l'as mentionné tantôt, il y a évidemment un changement dans la perception, puis cela évolue rapidement. Alors, l'invitation aujourd'hui, c'est vraiment, on revient à la base. Le premier bloc de questions, si on veut, concerne l'état de la situation actuelle. Donc, est-ce qu'on a un portrait juste de la situation actuelle de télétravail et conciliation famille-travail de nos gens? Alors, on va commencer à se poser des questions, par exemple, et c'était quand la dernière fois qu'on a consulté nos employés? Puis, cette consultation-là pourrait prendre la forme d'un sondage officiel, bien évidemment, pardon, c'est une belle pratique, mais ça pourrait prendre la forme aussi des échanges informels entre les gestionnaires et leur équipe. On voit, et vous avez partagé récemment, Corinne, il y a environ une organisation sur deux qui n'a pas consulté récemment ses employés en matière de conciliation famille-travail. Puis, si on compare cette donnée-là avec une par an sur deux environ serait prêt à changer d'emploi en matière de conciliation famille-travail, ça vaut la peine de se poser la question, c'était quand la dernière fois que nous, on a pris le pouls de la situation actuelle de nos gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de situation pendant la pandémie? Par exemple, il y a des rôles de vie qui s'ajoutent. Avons-nous des gens qui sont devenus des proches aidants? Avons-nous des gens qui sont devenus des parents? Des gens qui reviennent d'un congé parental puis qui sont en télétravail, par exemple. Des gens qui se sont séparés. Donc, est-ce que nous avons un portrait juste de ces besoins évolutifs de nos main-d'œuvre? Puis, c'est très important parce que ça va être le point de départ de toutes les interventions qu'on va faire après, oui, en matière de télétravail, mais aussi en matière de conciliation famille-travail en général. Un autre élément à considérer dans l'état de la situation actuelle, c'est quels sont les impacts du télétravail sur la santé psychologique de nos gens, sur leur conciliation famille-travail. Autrement dit, quels sont les irritants? Donc, dans cet ordre d'idées, quelle forme va prendre le télétravail dans notre organisation? Vous avez répondu tantôt à la question, est-ce que ça va être sous forme hybride? Est-ce que ça va être plus quelque chose qui va être récurrent? Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des choses qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'il faut absolument changer? Et un autre élément, si on garde le télétravail d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il y aurait d'autres mesures de conciliation famille-travail qui vont répondre aux besoins des gens que nous avons dans notre équipe? Donc, ça fait comme une partie, ça vient mettre la table sur la première portion de faire état de la situation actuelle en matière de conciliation famille-travail et, et télétravail. Pardon. Je pense que Mélina, tu aurais des points intéressants à renchérir là-dessus. En fait, c'est très pertinent ce que tu as mentionné, Yarledis. Puis, il y a plusieurs façons de sonder vos employés. Ça peut être par des focus groups, des petits sondages éclairs, ou ça peut être vraiment un sondage très exhaustif qui peut avoir plusieurs séries de questions qui va justement faire l'inventaire de tout et qui va couvrir toutes vos portions ressources humaines, opérations, technologies, etc. Mais essentiellement, aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout couvrir, évidemment, il y a deux questions que vous pourriez déjà poser à vos télétravailleurs. La première, quels sont leurs plus grands obstacles, en fait, qui les empêchent d'être performants en mode télétravail? Et quelles sont les trois actions ou les changements qui, une fois en place, feraient 80% de la différence positive, évidemment, dans leur quotidien? Ça, c'est des informations qui peuvent être très précieuses et qui peuvent vous aider, finalement, à avoir des pistes de réflexion pour voir si vous devez aller plus loin ou non. Et vous allez donc être en mesure de prioriser. Ensuite de ça, une fois que vous avez fait l'état de la situation, bien, ça va être de vous demander est-ce que vous avez une culture qui vous le permet. À ce sujet-là, Yarledis, je te laisse aller. Et le premier élément auquel on pense quand on se dit culture organisationnelle et télétravail, la première question à se poser, c'est vraiment est-ce qu'on a une culture qui permet la gestion par résultat? Concrètement, est-ce que nos gestionnaires sont sensibilisés à la gestion par résultat ou sommes-nous plutôt dans ce mode de gestion et présence au travail? Donc, on va aussi évaluer est-ce qu'il y a encore des préjugés. Est-ce que nos gestionnaires sont outillés pour faire des suivis à distance? Puis, un autre élément très important aussi, est-ce que nous avons un plan de communication pour assurer que toute l'information est bel et bien partagée entre les gestionnaires et les équipes de la même façon? J'attire votre attention sur un troisième élément qui est très important, c'est de voir est-ce que nos gestionnaires sont outillés. On parle très souvent. Puis, le point que je veux soulever, c'est vraiment les gestionnaires, lui ou elle, est un peu pris en sandwich. Donc, quand on parle de soutenir les gestionnaires, c'est soutenir les gestionnaires dans son rôle de gestion, de leader si on veut, mais aussi le gestionnaire en tant qu'être humain. Lui aussi, elle aussi, a ses propres enjeux de conciliation famille-travail. Donc, qu'est-ce que notre organisation est en train de faire pour soutenir
soutenir nos gestionnaires dans leur rôle, dans l'organisation, puis dans son rôle, dans tous les rôles qui sont liés à sa vie personnelle. C'est comme les éléments qu'il faut considérer pour commencer à évaluer la culture organisationnelle en matière de gestion par résultat. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le concept de gestion par résultat, mais il s'agit de prendre finalement une tâche, une responsabilité, un projet et de le scinder en petites étapes. Et à chacune des étapes, il y a des points de contrôle. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile justement de faire le suivi pour ne pas arriver à minuit moins une, puis la personne n'a pas livré son rapport. Mélina, juste un instant, si tu me permets, dans les questions, on nous demande si tu peux répéter les 2 questions à se poser. Oui. Que tu avais nommé là, il y a quelques minutes, s'il te plaît. Alors, quels sont les plus grands obstacles? Ça pourrait être les 2 ou les 3 si vous voulez circonscrire, mais après, évidemment, vous pourriez prioriser si les mêmes reviennent. Quels sont les plus grands obstacles qui les empêchent d'être plus performants en mode télétravail? Il y en a qui vont répondre, c'est la conciliation travail-famille, d'autres que c'est les technologies, d'autres, leur bureau n'est pas ergonomique, etc. Bon, et vous allez avoir un tas de réponses, puis avec ça, vous allez être en mesure de prioriser et d'adapter vos mesures en fonction de ça. L'autre question, quelles sont les 3 actions ou changements qui, une fois mis en place par votre organisation, feraient 80% de la différence positive dans leur quotidien en mode télétravail? Si vous voulez, là, tantôt, j'essaierai de prendre le temps de les écrire. de les écrire. Oui, c'est ça. Oui. Puis, d'ailleurs, l'enregistrement, là, je vois que certaines personnes trouvent que ça va vite là, pour absorber tout ce beau contenu-là. Le webinaire est enregistré, il sera éventuellement disponible, là, donc vous pourrez y référer sans problème. Oui, parce que Yarledis et moi, on a l'habitude de donner beaucoup de contenu, puis on veut que vous ressortiez avec des pistes de solutions, de réflexion. Puis là, évidemment, on ne peut pas faire le tour. Juste le sondage à titre d'exemple de télétravail, le dernier que je viens de faire, il y a 77 questions, puis c'est tout personnalisé. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails puis vous accompagner à ce niveau-là aujourd'hui, mais juste vous donner des petites pistes d'action. Donc, la notion par résultat, on vient de l'expliquer, et ça va être là l'importance d'avoir des gestionnaires qui sont confiants pour éviter le micromanagement et habilités à gérer vos télétravailleurs. Et là, oui, vous avez toute la portion que Yarledis vous a mentionnée, mais aussi en termes d'entreprise, au niveau de la culture, il va falloir les soutenir en termes de communication des attentes, en termes de formation, mais aussi en termes d'adapter les outils de gestion qui sont mis en place, vos pratiques de gestion. Alors, on parle de toute l'accueil, intégration, la gestion par performance, etc., vos politiques et procédures pour leur faciliter finalement la gestion au quotidien. Ensuite de ça, on va se poser, est-ce qu'on a les outils, les ressources, les technologies pour les soutenir? À ce sujet-là, Yarledis, tu voulais nous parler de la communication et de la perception perçue. Moi, je suis un fan absolu de la communication, mais avant de parler de communication, juste un petit ajout à ce que tu avais mentionné tantôt. On parlait de gestion par résultat, puis Mélina, vous avez mentionné quelques étapes. Puis concrètement, qu'est-ce que ça donne pour un gestionnaire qui est peut-être pas habitué à gérer par résultat? La première chose pour négocier, pour vendre l'idée, c'est de voir si tu es capable de décortiquer par étapes. Les suivis seront peut-être plus réguliers, oui. On va pas compromettre les résultats, évidemment, mais on pourrait peut-être négocier les délais. Puis cette flexibilité dans les délais, c'est ça qui va faciliter la conciliation famille-travail des gens. Donc, les gens sont contents, vont avoir une meilleure conciliation famille-travail, puis le gestionnaire, lui, il a fait juste une petite première pas, si on veut. Alors, cela dit, quand on parle de communication, c'est important de vraiment partager l'information au bon moment, par les bons canaux, si on veut, et on va vraiment l'adapter à tous nos publics cibles, si on veut. Puis, Mélina parlait des outils. Alors, une chose, c'est l'information, les outils qu'on offre, mais c'est important d'évaluer aussi les soutiens perçus. On voit souvent dans les sondages, quand on compare la perception de l'employé et la perception du gestionnaire ou de l'employeur, et l'employeur a l'impression que lui, il propose plein d'outils, des informations qui vont faciliter la vie des gens. Mais l'employé, lui ou elle, ce qu'il perçoit, c'est qu'on a un tas d'informations à absorber, plein d'outils à maîtriser, puis peut-être l'outil que j'avais auparavant, il fonctionnait très bien pour moi. Donc, c'est bien de, oui, offrir du soutien, mais aussi évaluer de quelle façon ce soutien est perçu. Parce que dans cet écart-là, il y a plein de petites actions qu'on peut poser pour améliorer cet écart-là.
Alors, Mélina, je te laisse poursuivre. Ben oui, en fait, aussi, on va se demander, est-ce que tous nos postes sont admissibles en termes de la nature des tâches, des responsabilités, mais aussi au niveau de la confidentialité des données, au niveau de la sensibilité, de la sécurité de certaines données. Donc là, ça va être important d'intégrer des alliés clés, comme les TI, par exemple, pour s'assurer justement que les ordinateurs vont avoir des pare-feux, vont avoir des mises à jour optimale, régulière, etc. Donc, c'est pas un chantier que vous devez gérer seul, mais vous devez vraiment aller chercher des alliés. À ce sujet-là, pour conclure sur cette section-ci, c'est important aussi de réfléchir à vos obligations légales, que ce soit en matière de loi sur les normes du travail, si vous êtes de juridiction provinciale, ou au niveau du Code canadien, si vous êtes de juridiction fédérale, parce que vous avez des obligations, entre autres, en matière de santé et sécurité au travail, qui inclut le volet santé psychologique. Donc, n'hésitez pas à demander à vos employés comment ils se sentent à la fin de la journée, au niveau de leur niveau de stress, au niveau aussi, est-ce qu'ils sont en sécurité à la maison? Entre autres, au niveau du Code canadien, on considère que la violence conjugale est considérée comme un accident de travail. Donc, vous avez une obligation de moyens et non de résultats, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour communiquer des ressources, les soutenir à plusieurs niveaux pour qu'ils soient en mesure finalement d'être quand même dans un environnement sain et sécuritaire pour être dans un endroit aussi le plus optimal possible pour être performant au travail, parce que c'est ça à la fin de la journée aussi l'objectif. Donc, voilà, je te laisse la parole, Corinne, pour la section suivante. Je ne sais pas si tu voulais déjà qu'on réponde aux questions, s'il y en avait qui avaient eu lieu pendant tout ça. Corinne, tu es sur Oui, oui. mon micro était sur muet. Donc, on va prendre les questions à la toute fin, là, à moins comme les questions qu'on a déjà eues, là, qui étaient vraiment juste de répéter des choses pour être sûr qu'on rentre bien dans notre temps et qu'on ait le temps de couvrir tout notre contenu. Donc, vraiment très pertinent. Je pense que si les gens se posent toutes ces questions-là dans l'organisation, ils pourront certainement faire du chemin. On va parler maintenant de la culture de déconnexion, la fameuse déconnexion. Avec le télétravail, des fois, la ligne entre la vie personnelle et la vie professionnelle devient plus difficile à placer. Versus quand on était au travail, que, tu sais, on laissait notre ordi au travail, puis les préoccupations du travail restaient dans l'environnement même. Donc, je pense que c'est un des grands défis aussi quand on parle de conciliation télétravail et famille, c'est cette déconnexion-là. Oui, c'est sûr que l'employé lui-même peut se mettre différents éléments pour s'aider dans sa déconnexion. Par exemple, où est-ce que va être placé son bureau? Est-ce que ses éléments de travail restent à la vue dans le quotidien ou bien quand le travail est terminé, c'est rangé? Quel horaire ou discipline personnelle il se donne à travers tout ça? Par contre, l'organisation peut jouer un rôle dans cette culture-là ou dans cette mise en place-là de la déconnexion. Donc, peut-être, Yarledis, pour commencer, peux-tu nous dire pour toi, c'est quoi au juste une culture de déconnexion? Bon, en fait, j'aime ça préciser la culture de déconnexion en tant que telle. Pour moi, et je vous dirais, la déconnexion, à mon avis, c'est un élément d'une culture favorable à la conciliation famille-travail. Donc, c'est un élément à considérer parmi d'autres. Puis, gardons en tête que j'aime beaucoup la citation de Jean-Pierre Bron. Quand il parle de santé psychologique au travail, ce qu'il répétait souvent, c'est que peut-être que l'organisation ne fait pas toujours partie du problème, mais elle peut toujours faire partie de la solution. Donc, si on ramène ça en matière de déconnexion, une organisation qui favorise la déconnexion, c'est une organisation qui reconnaît, respecte et valorise l'existence d'une vie en dehors du travail. Puis concrètement, la façon de manifester ce respect pour la vie en dehors du travail, donc pour la famille, les loisirs, le bénévolat, et les engagements communautaires, etc., et c'est par exemple en remettant en question la notion d'instantanéité, en accordant des moments de déconnexion aux employés, par exemple, en établissant un prime time d'équipe dont Mélina va vous parler tantôt, puis en privilégiant aussi les pauses. Puis une façon de se prendre concrètement aussi pour les gestionnaires, c'est de donner l'exemple, de prendre par l'exemple. Puis il y a d'autres moyens qu'on peut mettre en place au niveau de l'organisation, mais je pense que Mélina a plein d'éléments intéressants et concrets à vous partager. Je n'irai pas plus loin. Alors, je te laisse la parole, Mélina, à ce sujet.
Mais c'est drôle que ce que tu disais, dans le fond, c'est peut-être pas l'organisation fait peut-être pas partie du problème, mais peut faire partie de la solution. Puis dernièrement, j'avais un client, je lui ai posé la question, est-ce que les employés ont tendance à travailler les fins de semaine? Non, non, non. Personne ne travaille les fins de semaine. Tout le monde est capable de faire son travail. Puis finalement, dans le sondage, c'est sorti que non seulement les gens travaillaient très souvent la fin de semaine, mais aussi avaient de la difficulté à scinder la vie personnelle, professionnelle, familiale. Et donc, ils ont été immédiatement saisis, puis ont mis des choses en place. En même temps, là, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, le comment, vous pouvez le réfléchir. Il n'y a pas de meilleure solution. La solution est vraiment à l'image de votre entreprise, en fonction de votre réalité aussi, puis c'est important. Donc, on va déterminer un prime time d'entreprise. Un prime time d'entreprise, c'est quoi? C'est un tronc commun durant lequel tous les employés sont disponibles. Pourquoi? Pour des réunions d'équipe, pour des activités d'entreprise aussi, pour des communications, pour des échanges. Ça va être important aussi de circonscrire un horaire de travail pour les communications. Donc, on parlait tantôt aussi, vous avez une flexibilité dans votre télétravail. Vous pouvez travailler très tôt le matin ou en fin de journée, le soir, mais il va quand même être important de circonscrire finalement que les courriels doivent être envoyés entre 7 heures et 5 heures pour ne pas polluer l'espace mental de vos collaborateurs. Donc, ça pourrait être aussi de circonscrire que de midi à 1, étant donné que tous vos télétravailleurs sont également des parents, bien que durant ce moment-là, il n'y a pas de formation, justement. Il n'y a pas de messages, de courriels, de réunions qui vont se faire de midi à 1 parce que vous avez reconnu que ce temps-là va être important, qu'il soit passé en famille ou qu'il soit passé aussi pour se reposer. Donc, les gens vont pouvoir programmer des courriels, mais dans le fond, ils vont pouvoir travailler, avoir la flexibilité dont on mentionnait, hier l'a dit tout à l'heure, dans la mesure flexible qu'est le télétravail, mais au moins, il n'y aura pas de pollution externe autour dans le nuage mental. Également, ça va être important de respecter les réalités personnelles, familiales des employés, comme je le mentionnais. Donc, si vous avez justement une majorité d'employés qui ont des enfants à faire à dîner sur l'heure du dîner, ce n'est pas le temps de mettre des Zooms, ce n'est pas le temps non plus de mettre vos réunions en après-midi s'ils doivent endormir les enfants, parce que pour ceux qui sont parents, vous savez que des fois, ça s'endort comme ça, puis d'autres fois, ça peut prendre 1 heure. Donc, c'est vraiment de faire attention au rôle de vie dont vous parlez, Yarledis, tout à l'heure. Je pense que tu avais un sondage, Corinne. Est-ce que tu voulais le mettre là avant que je poursuive? Tout à fait. Donc, peut-être que vous allez vous demander pourquoi on vous demande ça, mais on se demande pour vous personnellement, à quel moment vous êtes le plus productif dans votre journée? La réponse commence à rentrer. On a vraiment déjà une réponse qui se démarque des autres. Donc, on va mettre fin au vote, là. Majoritairement, les participants du webinaire d'aujourd'hui sont plus productifs le matin. Je pense que... Oui, c'est ça, c'est parfait. Puis d'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'on a décidé, pour faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, Mélina, on a choisi de mettre le webinaire en avant-midi à 10h et non pas sur l'heure du dîner. Il y a beaucoup de présentations qui se font sur l'heure du dîner, mais je vous avoue qu'on avait le souci dans notre programmation aussi de laisser la période aux gens pour se déconnecter, de vaquer à leurs autres occupations et de peut-être prendre un pas de recul avec notre écran. Donc, bref. En même temps, oui. C'est super intéressant, mais si vous êtes plus efficace le matin, ça veut dire aussi que c'est probablement votre période de concentration optimale, c'est-à-dire là où vous pouvez réaliser vraiment des tâches à haute teneur cognitive. Et donc, on vous mange un petit peu de ce temps-là présentement. Mais dans le fond, ça devient super intéressant aussi de voir quand toute l'équipe est matinale, il n'y a pas lieu de mettre les réunions d'équipe juste de suivi dans le matin. Ça va plus être en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi. Il va falloir s'ajuster. Puis en même temps, si vous êtes en mesure de respecter le biorhythme puis les chronotypes de vos gens, ça va être aussi d'avoir la sensibilité de ne pas mettre les réunions aux mêmes heures pour tout le monde pour pas justement défavoriser certains chronotypes. Donc, ceux qui ont tendance à avoir un haut niveau de concentration le matin, bien, si on leur bouffe tout leur moment avec des réunions qui ne sont pas nécessairement des réunions de brainstorm ou de réflexion, bien là, à ce moment-là, ça va être 2 fois plus dur de réaliser leur travail dans l'après-midi. Alors que si vous aviez pu faire ces petits ajustements-là, bien, ça peut faire une grande différence dans la journée.
Ceci dit, les chronotypes en soi, on donne une formation, Yarledis et moi, sur le sujet, puis je veux dire, on peut en parler pendant des heures, mais bref, déjà, si vous savez que vous avez un moment de la journée qui est le plus optimal, ça peut devenir très, très intéressant. Donc, l'autre chose aussi, la cohérence dans les pratiques de gestion. Hein, parce qu'on en parlait, il faut que les bottines suivent les babines. À ce sujet-là, c'est pas, on est correct dans le temps, j'ai une petite histoire de cohérence ou plutôt d'incohérence à partager. Oui, J'ai une vas-y. voisine ici qui travaille depuis la pandémie en télétravail. Son organisation a toujours été 2 pas en avance au niveau du marché. Eux, c'est le télétravail jusqu'à situation indéterminée. Ils ont mis beaucoup de mesures en place. Par contre, ils travaillent avec différents fuseaux horaires. Donc, elle se lève à 4 heures du matin pour écrire un petit courriel en Inde pour qu'à 7 heures, elle puisse débuter sa journée puis déjà avancer. Sauf qu'elle fait 12 à 14 heures par jour. Donc, là, quand elle termine, bien, évidemment, elle est complètement, j'ai le mot en anglais, là, mais fatiguée, épuisée. Et puis là, eh bien, ils ont donné plein de ressources, comme je disais, pour soutenir les gestionnaires dans la gestion de la santé psychologique, la santé, la gestion du stress également. Alors là, ils leur ont offert un coach, un coach d'équipe. Sauf que le coach, il envoie des courriels à 10h30. Fait que même si elle a arrêté de travailler à 6 ou 7 heures le soir, ben, il y a quand même un petit ding-ding où il y a une petite image qui passe sur son cellulaire. Même si elle ne répond pas, il y a un petit nuage qui vient de se créer au-dessus de sa tête. Et ce nuage-là, ben, c'est une charge de plus. Ah, j'ai ça, non, je ne veux pas y répondre. Mais là, déjà là, on vient de se déconnecter de notre moment où on avait arrêté finalement de travailler. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à 1h du matin, ça fait encore un ding-ding parce qu'il y a un de ses collègues qui a répondu au fameux courriel. Et on se souvient qu'à 4 heures du matin, elle se lève pour écrire un petit courriel en Inde. Donc là, on voit que toute la journée, finalement, le fil conducteur, c'est qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Puis même si on met beaucoup de mesures en place, bien, il faut à la fin se poser la question, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait du sens ce qu'on fait? Puis oui, probablement que le coach, c'est un chronotype probablement du soir, puis que lui écrit tous ses courriels. Mais si le courriel avait été programmé, il n'y aurait pas eu cette charge mentale-là supplémentaire, le petit nuage qui vient finalement se mettre entre la vie professionnelle et familiale dans un mode télétravail où finalement c'est divisé juste par quelques pas entre le bureau, la cuisine, le bureau, la chambre, etc. Donc, c'était mon histoire à ce sujet-là. Très pertinent, Mélina. Puis je suis certaine que ça peut faire écho à des réalités que les gens ont vécues, particulièrement là, dans les derniers mois. Donc, Excuse-moi, Corinne, avant oui, qu'on poursuive, je voulais juste ajouter, dans l'exemple de Mélina, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des choses que l'organisation a mis en place, mais José, par exemple, peut-être qu'elle aurait pu, je ne sais pas, éteindre les notifications sur son appareil. Puis là, on voit comment on peut agir à plusieurs niveaux. Donc, elle, en tant qu'individu, et peut-être qu'elle n'avait pas eu les réflexes d'éteindre ses notifications pour toutes sortes de raisons qui l'appartiennent, parce que peut-être elle voulait être présente, parce qu'il a une notion d'urgence, etc., ça lui appartient. Mais on voit que l'organisation avait mis en place peut-être plein d'autres choses. Puis Mélina, je pense, très bien ressorti les points que ce n'était pas cohérent. Donc, à retenir ici, oui, il y a des choses qu'on met en place en organisation. Assurer la cohérence, par exemple, en expliquant nos façons de procéder aux personnes qui viennent nous soutenir, donc les coachs dans ces cas-ci. Puis, outiller aussi l'individu. Est-ce qu'on aurait des stratégies, des petits moyens à suggérer à José pour qu'elle puisse peut-être diminuer un peu la charge mentale liée à notifications récurrentes qui entrent la nuit ou au moment où elle se repose? Exact. On va pouvoir le voir aussi dans le code d'équipe par rapport aux attentes, effectivement. Ah, tout à fait. Merci pour l'ajout. La Yarledis, c'est définitivement très pertinent. Puis on en parle beaucoup, hein. On veut que les bottines suivent les babines, on veut que ça soit cohérent. Là, depuis le début du webinaire, on a vu plein de questions qui étaient à se poser, des méthodes qui étaient à définir, des façons de faire propres à notre organisation, qui allaient dépendre aussi de la culture, où est-ce qu'on en est. On va avoir des décisions à prendre sur comment on va poursuivre le télétravail, mais à partir de là, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que tout ça fasse un tout cohérent, puis que ces façons de faire-là prennent vraiment vie dans l'organisation? Donc, on parle d'avoir une cohérence aussi peut-être dans un code d'équipe. Je serais curieuse de vous entendre plus sur c'est quoi un code d'équipe? Qu'est-ce que ça peut contenir? Bien, un code d'équipe, là, dans le fond, là, c'est vraiment un regroupement d'un code de vie de civilité qu'on détermine ensemble.
Dans le fond, il peut y avoir différents formats. Ça peut être une charte, ça peut être une politique, une ligne directrice, ça peut être un document de 20 pages, si vous voulez, si vous avez plein de choses à dire. Mais essentiellement, il y a 5 choses qu'on peut discuter aujourd'hui. C'est la première, définir le carré de sable, pardon, de chacun. Donc, les rôles, les responsabilités. Où sont les forces, les talents de chacun, mais aussi les compétences, parce qu'on veut avoir confiance aux compétences de nos collègues parce qu'on travaille en complémentarité. On veut savoir aussi à qui on peut déléguer quoi. Et ce qui peut être intéressant, c'est de déterminer ensemble une liste de tâches qu'on peut déléguer entre nous sans avoir à aller cogner à la porte virtuelle de notre gestionnaire pour demander si on peut s'échanger des tâches. Ça donne un beau terrain fertile d'autonomie au niveau de l'équipe. Ça devient un climat de confiance. Donc, c'est un élément qui peut être super intéressant à considérer. À ce titre-là, petite tranche de vie. Au début de la pandémie, je participais à un webinaire sur le télétravail avec entreprises en santé. Et il y avait une dame, malheureusement, dont je ne me souviens plus le nom, donc je m'excuse pour ne pas citer la source, mais elle mentionnait que dans son équipe de travail, il y avait une de ses collègues qui avait des enfants, ses enfants avec elle, et elle n'était pas en mesure, à cause du bruit puis de la cohue qu'il y avait, de faire les suivis de ses clients, qui était une de ses principales tâches, finalement. Mais il y avait un de ses collègues qui, lui, était célibataire à la maison, pas de bruit, pas de chien, pas de chat, qui lui avait offert de transférer ses tâches administratives et de prendre ses suivis clients. Donc, je trouvais que c'était une belle collaboration en termes d'équipe, mais au-delà de si ça peut se faire de façon spontanée, est-ce que vous pourriez le circonscrire ensemble et déterminer déjà des tâches pour lesquelles il n'y a pas d'enjeu finalement à se déléguer. Deuxièmement, on va déterminer nos attentes, nos valeurs aussi en termes d'individus. Moi, je m'attends quoi au niveau de l'équipe en mode télétravail? Mais ce qui va être important, ça va être d'associer des comportements clés à ces valeurs-là puis à ces attentes-là. Parce qu'on a beau avoir la même valeur de travail d'équipe, notre définition n'est pas la même et notre association de comportements non plus. Donc, dans le fond, ça va juste être... Le code d'équipe, c'est un prétexte pour avoir une discussion ensemble de comment on veut fonctionner. On préfère même la même chose avec un code famille. C'est un peu dans le même principe. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est finalement diminuer les possibilités de conflit qui peuvent beaucoup dégénérer là, en mode télétravail, surtout avec la fatigue, tout ce qu'on vit chacun. J'avais lu dernièrement une phrase qui était très intéressante qui disait « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, c'est important là, de vraiment bien verbaliser à ce niveau-là individuellement. Troisièmement, ça va être de définir le prime time d'équipe qui peut être différent du prime time, de l'entreprise, mais aussi en fonction du prime time individuel. Ça va être important de le respecter, surtout. Carlédia, je pense que tu avais une histoire à nous partager concernant Manuel. Mais oui, c'est justement quand tu parlais tantôt d'être cohérent, puis ça m'a fait vraiment rire parce que ça rentre dans les codes d'équipe. Puis moi, l'une des choses sur lesquelles j'insiste souvent, c'est sur la communication. Quand tu parlais tantôt des attentes, et oui, c'est très important d'avoir des attentes qui sont claires, mais c'est aussi de les nommer d'une façon explicite. Puis, la communication, ça va dans tous les sens, le gestionnaire et employé. Puis, l'exemple d'Emmanuel, c'est un gestionnaire que j'aime beaucoup. Elle, lui, en présentiel, vraiment top gestion, très proche de ses gens, plein d'activités pour échanger, etc. Mais Manuel, maintenant, en télétravail avec la pandémie, lui, c'est un homme dans la cinquantaine, séparé, père de 12 jeunes adultes. Mais lui, son équipe, c'est tous des jeunes couples qui sont en télétravail. Donc, il y a certains couples qui sont en télétravail, hommes et femmes. Donc, Manuel, lui, son horaire de travail, son prime time, la façon dont il organise sa journée, c'est que lui, vers 11h40, midi, il fait ses suivis, il répond aux courriels, il appelle au téléphone, etc. Sauf que Sophia, une de ses employées, est mariée, est en télétravail avec son conjoint, ses enfants sont à l'école, puis elle, son moment pour reprendre son énergie, son moment pour faire son social, pour parler à son conjoint, c'est l'heure du midi. Oui, Manuel, lui, il appelle Sophia à midi pour faire des suivis des clients. Donc, c'est vraiment de déterminer ensemble si à midi, en principe, de midi à 1h, on est en train de dîner, mais Sophia, son gestionnaire l'appelle, elle se sent gênée de ne pas répondre. Donc, il y a plein de no-dits, de nuances là-dedans, mais l'important, comme Mélina disait, créer un code d'équipe,
ce n'est pas une autre chose qu'une excuse pour ouvrir la discussion. Puis la forme que le code d'équipe ça va prendre, ça va dépendre de votre organisation. Puis la couleur que ça va prendre, ça va dépendre de votre réalité aussi. Donc, pour revenir à l'exemple de Manuel, c'est vraiment ouvrir la discussion avec son équipe de la part de Sophia, c'est vraiment de nommer à son gestionnaire, écoute, moi, à midi, j'aimerais ça et prends mon temps personnel. Est-ce qu'on pourrait redéfinir ensemble qu'est-ce qui est une vraie urgence? Quelles sont les priorités? Parce que si on revient à la base par rapport à la gestion des priorités en équipe, si tout est important, finalement, rien n'est l'est. Donc, si nous, en tant qu'employés, on peut faire notre part pour nous organiser autrement, comme Mélina mentionnait, pour faire des choses sans aller nécessairement cogner à la porte de nos gestionnaires, qu'est-ce que nos gestionnaires, lui ou elle, pourraient faire pour permettre aux gens d'avoir cet espace personnel quand on a défini ensemble certains moments pour travailler ou pour prendre des pauses. Puis, par rapport à la communication, si on revient, je ne voulais pas manquer au mot, et c'est important de communiquer puis d'échanger par rapport aux différents rôles de vie des gens de notre équipe, par rapport aux différentes réalités. Ce n'est pas parce qu'on offre le télétravail qu'on va se priver d'autres mesures de conciliation famille-travail. Par exemple, serait-il le moment d'essayer un horaire flexible qui permettrait aux gens, selon leur chronotype, de faire le travail au moment qui leur convient le mieux, selon le moment où ils ont le plus d'énergie. Bien évidemment, on va baliser les moments de disponibilité pour les clients internes et externes. Mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. C'est pas, Corinne mentionnait au départ, le télétravail n'est pas la seule et ultime mesure. Il y a d'autres mesures, notamment la flexibilité dans les horaires. Donc, cet élément-là, oui? J'allais dire, si tu me permets, Oui. Yarledis, récemment, on était en discussion avec un de nos clients, puis un client qui a des clients, qui est en soutien, service, puis tout ça, puis il nous disait que parmi les mesures, les clauses, en fait, qu'il met à son contrat, il met une période de disponibilité pour répondre à ses appels. Donc, pour lui, pour ses employés, il dit, c'est pas vrai que mes gens vont répondre à toute heure, à toute question, à n'importe quel moment. Chez nous, on est disponible pour répondre entre 8h et 17h. Si tu as une urgence majeure, on va être là. Mais autrement, c'est entre 8h et 17h et ça fait partie de ces contrats. Donc, comme employeur, on peut aller plus loin pour se donner des balises aussi, même quand on offre un service de qualité à nos propres clients. C'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, je vais faire du pouce là-dessus. C'est super pertinent parce que là, il y a les horaires d'été qui arrivent. Et j'ai de plus en plus de clients qui me disent, mais en mode télétravail, je peux-tu offrir les horaires d'été? Puis finalement, on se disait, ben oui, puis non seulement ça, mais il peut déjà avoir dans les messages automatiques, automatisés, de dire noter qu'à partir de telle date jusqu'à telle date, les horaires d'été vont s'appliquer. Donc, de telle heure à telle heure, le vendredi, ben, les bureaux seront fermés. Puis de mettre aussi dans la signature de l'employé. Donc là, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez le mettre sur votre site Internet, mais c'est des façons, des petits gestes justement d'assurer des pratiques de gestion cohérentes, puis de soutenir les employés, puis de faire partie de la solution comme Yarledis le mentionnait. On te redonne la parole, Yarledis. Merci. Puis en fait, tu me donnes l'occasion de faire un beau lien avec tout ce que tu mentionnais tantôt, mettre l'horaire dans la signature sur le site web, etc. Ça revient encore, c'est pas la dernière fois que vous m'entendrez nommer communication. La communication, ça vient aussi nous donner des outils pour se donner un comportement qui favorise la civilité en milieu de travail. Avec l'omniprésence du télétravail, avec le stress qui est associé à la pandémie, on est de plus en plus à risque. En fait, ça fait en sorte que les risques psychosociaux viennent exploser. Donc, l'un des risques qu'on a présentement, c'est de vivre la cyberincivilité, c'est-à-dire d'avoir des comportements, notamment ignorant courriel, d'écrire de façon agressive ou d'avoir des gestes qui vont pouvoir être perçus comme blessantes, si on veut. Donc, je prends beaucoup, en fait, les petits gestes. Puis un petit geste, c'est vraiment de prendre le temps de reconnaître c'est quoi mon style de communication. Est-ce que je suis quelqu'un qui, normalement, je suis très direct? Je suis quelqu'un qui a tendance à être plutôt à adoucir mon message. C'est important de connaître son propre style de communication parce que, en situation de stress, comme celle qu'on vit précédemment, notre style de communication toutes les caractéristiques viennent exploser. Donc, quelqu'un qui est très direct
dans un contexte d'urgence, va être encore plus direct. Donc, si je sais que mon gestionnaire ou mon collègue est très direct, je ne le prendrai peut-être pas personnel. Mais moi, en tant que gestionnaire ou en tant que membre d'équipe, c'est important aussi que je fasse attention. J'ai des gens qui aiment ça se faire dire bonjour, puis en général, on devrait pouvoir mettre un petit bonjour, merci dans notre courriel. C'est quelque chose qui vient en fait atténuer la pression qu'on vit constamment. C'est vraiment un geste qui nous coûte absolument rien, mais dans le contexte actuel, on perd toute la notion de la rétroaction non verbale tout de suite. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière les claviers. Donc, avant d'écrire un courriel, avant de répondre au message sur la messagerie interne, etc., c'est de prendre le temps de respirer, de voir est-ce que c'est vraiment important que je réponde tout de suite sur le coup de l'émotion ou je vais me permettre de répondre un peu plus tard. Donc, c'est des petits comportements comme ça que c'est important d'identifier et de communiquer puis de sensibiliser nos équipes et nos gestionnaires à la notion de civilité en milieu de travail. Il y a d'autres éléments, par exemple, communiquer les délais attendus des réponses au courriel. Puis ça vient faire un peu le lien avec ce que Mélina mentionnait tantôt par rapport à qui je peux déléguer. C'est quoi mes attentes? Donc, les attentes, ça va dans tous les sens, puis dans tous les processus de l'organisation. Et quand on est sur Zoom, par exemple, prendre le temps de fermer son micro si ce n'est pas à mon tour de parler, surtout si j'ai des jeunes enfants derrière, si j'ai un chien qui jappe comme le mien, pardon, et qui fait du bruit. Donc, c'est vraiment se donner les moyens pour avoir des comportements qui favorisent la civilité en milieu de travail. C'est poser aussi la question, est-ce que cette réunion est vraiment pertinente? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'on peut faire tout simplement une rencontre téléphonique? Donc, c'est vraiment, dans les codes d'équipe, c'est vraiment l'excuse pour échanger à propos de tous les petits irritants, puis par rapport à tous les bons coups qu'on pourrait maintenir en matière de télétravail, puis qui, en bout de ligne, vont favoriser la conciliation famille-travail, puis aussi la santé psychologique en milieu de travail. J'ajouterais en terminant, si vous voyez que les équipes de travail n'ont pas justement ces habitudes-là de partage, vous pouvez commencer avec des petits sondages justement confidentiels. Quelles sont vos valeurs les plus importantes en mode télétravail? Quelles sont vos attentes? Pour vous, qu'est-ce qu'une incivilité numérique? Quels sont vos besoins lors de vos rencontres Zoom, etc. Et après, vous pourriez les présenter de façon résumée et que là, en équipe, vous choisissiez celles qui sont les plus importantes et que vous puissiez voter finalement. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher l'information pour mettre la table et que tout le monde soit vraiment à l'aise de s'exprimer dans le contexte. Merci beaucoup. Donc, on est déjà rendu à la conclusion. On va y aller de manière brève pour avoir le temps de répondre à vos questions. Donc, quoi retenir en conclusion? Mélina, je te laisserai ouvrir. On en a parlé beaucoup de la co-responsabilité pour bien télétravailler, hein? La connaissance de soi, prendre le temps de voir les besoins de l'autre aussi, non seulement d'exprimer nos besoins, mais d'avoir l'écoute pour ce qui se passe aussi dans notre équipe. Je pense qu'il y a des attentes par rapport à la direction. Ça, c'est dans leur cours, mais dans votre cours, dans notre cours, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien en termes de gérer notre niveau d'énergie, de gérer vraiment tout ce qui peut se passer en matière de santé psychologique, les choses qu'on peut faire, les choses qui sont accessibles pour nous. Donc, d'avoir une imputabilité là où elle est disponible dans notre position. Essentiellement, c'est ça. Merci. Oui, bien sûr. Oui, puis je vais ajouter aussi, évidemment, et en plus de la responsabilité partagée, c'est que je pense que Mélina et moi, on le mentionne, je pense, depuis l'année dernière, et puis on le voit de plus en plus dans les médias, le télétravail n'est pas la seule mesure de conciliation famille-travail. Puis je pense que tous les changements qu'on vit récemment, ils nous donnent une occasion d'aller explorer qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autres qui répondraient mieux ou qui répondrait encore aux besoins de conciliation de rôle de vie de nos gens. Donc, je vous invite vraiment à explorer les autres options. Et Corinne a mentionné au début, il y a quelques temps, le télétravail n'était même pas considéré comme une option. Puis maintenant, voilà tout ce qui a changé. Donc, pourquoi pas aller plus loin et explorer d'autres mesures de conciliation famille-travail. Puis dernièrement, je pense que c'est très, très, très important, peu importe la plus petite action que vous allez implanter en sortant de ce webinaire, c'est vraiment
toujours garder en tête d'agir à 3 niveaux. Si vous voulez vraiment agir sur la culture de l'organisation, c'est important d'agir, oui, sur le personnel. On va toujours se concentrer et à donner des outils, la formation, etc. Mais c'est aussi outiller les gestionnaires. On parlait tantôt de les outiller, les soutenir dans leur rôle de leader, mais aussi dans leur propre conciliation des rôles de vie. Puis, on va agir à un autre niveau, c'est le niveau de l'organisation, donc un engagement concret, des politiques, etc. Mais c'est très important que le tout soit cohérent. La formation, c'est un bon premier pas, mais ce n'est pas la seule action à implanter. Donc, pour que ça fonctionne, c'est important d'agir au niveau de l'organisation, des gestionnaires et des employés et dans son ensemble cohérent pour qu'on puisse agir sur la culture de l'organisation. Oui, je vais faire un petit pouce là-dessus, Yarledis, parce que là, on sait, il y a des enjeux de recrutement pour plusieurs entreprises. Les gens à qui je parle, qui me disent, nous, on est en télétravail forcé, mais dès que la situation va le permettre, on va revenir au bureau et moi, je remets ma démission cette journée-là. Donc, il y a énormément de gens qui ont goûté au télétravail et qui le veulent maintenant, pas nécessairement de façon permanente, mais de façon hybride, de façon occasionnelle. Donc, ils veulent y avoir accès. Il y a des entreprises qui vont refuser des contrats aussi parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre qualifiée, etc. Donc, le télétravail va devenir, s'il n'est pas déjà devenu, une mesure attractive hyper intéressante. Donc, c'est important de la réfléchir en fonction de notre réalité financière, opérationnelle, concurrentielle aussi, par rapport à notre positionnement dans le marché. Mais c'est là que ça va être important de bien réfléchir, d'être bien accompagné dans cette réflexion-là pour justement avoir la cohérence dont on parle depuis le début et que Yarledis vient de vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Puis effectivement, je pense que moi, ce que j'avais envie de remettre sur la table, c'est l'importance de consulter vos employés, d'être là. On l'a déjà évoqué, mais ça peut être de plusieurs manières, mais de continuer de prendre le pouls de vos employés puis de le faire régulièrement pour être certain d'être bien aligné sur les réalités et les besoins dans votre organisation. Moi, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à prendre action. C'est-à-dire que si vous avez pris 1 heure de votre temps pour être ici, être avec nous, écouter le contenu sur le télétravail, c'est certainement que vous pensez probablement avoir des défis ou des éléments à mettre en place. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre un engagement avec vous-même. 1 ou 2 actions que vous souhaiteriez poser suite à ce webinaire-ci. Ce n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'implantation du code d'équipe demain matin. Ça pourrait être de s'informer davantage sur un sujet, de prendre contact avec quelqu'un, de susciter une discussion avec un collègue, mais je vous invite vraiment à prendre une action pour que l'heure que vous avez investie aujourd'hui avec nous puisse vraiment porter fruit après ça dans votre quotidien. Puis d'ailleurs, si le cœur vous en dit, après le webinaire, on va vous transmettre un sondage dans la section commentaires. Si vous le voulez, vous pouvez nous partager l'engagement que vous aurez pris. Ça sera un petit pas de plus dans officialiser avec vous-même cet engagement-là. Donc, des outils pour aller plus loin. Chez Concilivie, on a des outils gratuits. On vous enverra les liens pour ces outils-là avec le webinaire après tout ça, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, entre autres, un outil sur le télétravail, un autre complémentaire sur télétravail avec enfants, quelques trucs et astuces. Donc, finalement, on va arriver à la période de questions. Je vous laisse nos coordonnées à l'écran. Dans les questions, on nous demande si c'est possible de clarifier un peu le prime time. On en a parlé à quelques reprises dans le webinaire, mais le concept semble peut-être un peu flou pour certains. Oui, bien là, je voulais juste dire que j'ai écrit les 2 questions dans la conversation, par exemple. Dans la conversation en bas, j'ai écrit les 2 questions rapidement pour que vous les ayez. Bien, le prime time, c'est un tronc commun de disponibilité. C'est-à-dire que, mettons, si on dit que c'est entre 10 heures et 15 heures, ça veut dire que de 9 à 10, vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne vous mettra pas de rencontre, on ne va pas vous appeler. Vous pouvez en profiter soit pour justement faire vos activités, conciliation travail-famille, etc., ou pour travailler dans les projets, peu importe. Sauf que si on dit qu'entre 10 heures et 15 heures, vous devez être disponible, ça veut dire que si j'ai une question, si je dois vous appeler, si j'ai une rencontre d'équipe à mettre, bien, je m'attends à ce que la personne soit en poste et disponible en mode télétravail. Donc, c'est vraiment un tronc commun de disponibilité.
J'avais ça, moi, dans le temps, au début de ma carrière, quand on faisait du recrutement, de 9 h à 11 h, là, c'était interdiction de parler à nos collègues, puis on était tous dans des cubicules parce que c'était là où on faisait les appels clients. Et c'était là que les clients étaient disponibles. Donc, ils avaient déterminé un prime time, fait qu'à moins d'une urgence monumentale, on n'avait pas le droit de dire un seul mot à nos collègues. En même temps, ça, c'est un prime time d'entreprise où est-ce qu'on va gérer l'équipe. Maintenant, si on y va en entonnoir, il peut y avoir un prime time d'équipe. Si justement tout le monde est matinal, bien, vous n'allez pas mettre vos réunions le matin, vous allez les mettre l'après-midi ou vous allez déterminer ensemble des plages horaires justement pour respecter votre prime time d'équipe. Puis à l'intérieur de ce prime time d'équipe-là, bien, il y a le prime time individuel. Yarledis, elle, le matin, elle ne met rien avant 9 h 30 parce qu'elle a sa petite fille qu'elle amène à la garderie. Moi, même si mon garçon va à l'école, c'est quand même 9 h 30 parce que c'est mon temps à moi pour recharger mes batteries, aller prendre ma marche, faire mon exercice, avoir mon social, mon soleil pour bien partir ma journée. Fait que si vous êtes en mesure d'avoir cette flexibilité-là, parce que on parlait tantôt du télétravail, mais si on peut avoir de la flexibilité dans le télétravail, puis s'il peut y avoir d'autres mesures de conciliation de télétravail qui sont... c'est-à-dire des mesures de conciliation travail-famille qui sont complémentaires, bien là, ça devient vraiment bien aidant. Donc, le tronc commun, c'est pour déterminer vraiment une plage où les attentes sont claires et on circonscrit qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ces plages horaires-là. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait, merci. On nous souligne dans les questions que dans le cadre où les dispositifs collectifs, là, école, garderie, tout ça sont fermés, le télétravail, ça ne devient pas une mesure de conciliation famille-travail. Puis moi, je partage complètement ce point de vue-là dans le sens où c'est pas normal cette situation-là. Et télétravailler avec les jeunes enfants, je pense qu'on peut dire qu'on l'a vécu les trois ici autour de la table. Là. Effectivement, c'est pas une mesure de conciliation famille-travail. Faudrait, si on a à le vivre à l'intérieur de l'organisation parce que les écoles et garderies ont refermé, bien, on invite les organisations à se reposer des questions pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour soutenir les gens qui sont en télétravail, qu'est-ce qu'on peut implanter comme mesure temporaire. Pour faire face à cette situation-là, une réduction des heures de travail, avoir une plus grande flexibilité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis encore une fois, si vous consultez vos employés, ils vont souvent avoir des bonnes idées pour les aider dans leur quotidien. Tout à fait. Corinne, juste avant oui, que tu passes à la question suivante, juste une courte précision. Justement, on parlait des responsabilités partagées. Puis aujourd'hui, on s'est concentré évidemment sur les individus et sur les organisations. Mais si on va plus loin, on voit que c'est vraiment même tout ce qui est le palier collectivité et le palier gouvernemental, ils ont aussi un rôle à jouer pour faciliter la conciliation famille-travail. Puis on ne s'attardera pas là-dessus parce que c'est tout un autre sujet. Mais évidemment, c'est une responsabilité qui nous concerne tous et toutes et que chacun a son rôle à jouer à différents niveaux. Je voulais juste rajouter cela. Très pertinent. Puis peut-être pour terminer, il y a quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on peut, puis là, j'imagine que vous aurez une piste peut-être de réponse, mais on ne pourra pas aller dans le détail. Là. Comment est-ce qu'on peut gérer une allocation pour un montant de matériel pour le télétravail si on a des gens qui sont en télétravail hybride, d'autres en télétravail tremplin? Est-ce qu'on leur donne le même montant pour qu'ils s'organisent à la maison? Est-ce qu'on doit dédoubler les équipements? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à ce niveau-là? Mais la réflexion là, est super importante à faire. Puis encore là, c'est pas ma solution qui est la bonne pour ton entreprise. L'important, c'est que ça soit cohérent. Puis je pense qu'avant ça, vous devez établir l'inventaire de ce que les gens ont, de ce que les gens n'ont pas, de ce que l'entreprise souhaite offrir versus de la responsabilité de l'employé. À partir du moment où vous avez l'inventaire, vous avez toute la photo, le big picture de la situation. Là, ça va être plus intéressant pour vous de dire, OK, maintenant, est-ce qu'on donne une allocation? Puis est-ce que c'est la première année un montant X, la deuxième un montant moindre? Est-ce que, dans le fond, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, c'est de mettre des montants et de circonscrire le type de dépenses qui peuvent être admissibles. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai déjà un bureau, comme présentement, qui se lève et qui se baisse, puis que je n'ai pas besoin d'en acheter un, mais que j'ai besoin d'une chaise, je peux prendre la chaise. Yarledis, si elle n'a pas le bureau, mais qu'elle veut s'acheter le bureau, elle peut le faire. Donc là, à ce moment-là, ben, on essaie de trouver une équité, quelque chose qui fait du sens. C'est pas obligé d'être juste, mais il faut que ça soit équitable et que ce soit bien réfléchi. Par rapport aussi à votre
votre réalité financière. Est-ce que vous êtes en mesure d'offrir ce montant-là? Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris les chaises du bureau puis qu'ils ont livré chez leurs employés. En même temps, si vous y allez avec le mode hybride, ça reste toujours aussi que vous avez une obligation au niveau de moyens pour toute la santé ergonomique. Puis la santé ergonomique, là, au niveau de la maison, tu n'es pas obligé d'acheter un truc pour les repose-pieds ou un support ordinateur. Moi, vous devriez voir mon support en ordinateur. J'ai des encyclopédies, j'ai un plateau de fruits antiques et j'ai mon ordinateur parce que j'aimais pas le support d'ordinateur. Fait que je m'en suis fait un, mais qui est conforme. Donc, un ergonome pourrait passer puis donner des petits trucs comme ça. Je m'en souviens quand je travaillais en cabinet comptable, il nous disait de prendre les bottins téléphoniques puis des boîtes pour nos repose-pieds. Donc, on n'est pas obligé non plus de trouver la solution qui est la plus chérante, mais en termes de dire, est-ce qu'on donne une enveloppe? On pourrait la donner moindre, mais s'assurer, par exemple, qu'il y a un ergonome qui fasse toute l'analyse des postes de travail et qui s'assure de donner des petits exercices, des petits trucs et astuces personnalisés pour chacun de vos travailleurs en fonction de ce qu'ils ont de disponible à la maison. Ça aurait une grande valeur en termes de santé physique pour vos travailleurs pour éviter des troubles musculo-squelettiques puis de la fatigue chronique, entre autres. J'ai plus ou moins répondu à la question. Il faut vraiment faut vraiment faire l'inventaire puis se poser la bonne question. Il y aura autant de solutions que d'organisations, mais je trouve qu'il y a de belles pistes pour commencer la réflexion. Définitivement. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Il restait quelques questions, mais entre autres, je pense que c'est revenu beaucoup. Les gens ont apprécié les interventions puis souhaiteraient, on pourra peut-être le voir ensemble, là, comment on pourrait mettre par écrit quand on nommait différents points. Des fois, il y en a 5 des gens qui nous ont dit « j'ai eu le temps d'en noter 4 ». Fait que peut-être qu'on pourrait vous faire un petit résumé des différents points par écrit là, dans le courriel de retour. On s'arrangera pour vous organiser un petit quelque chose en attendant que la rediffusion soit disponible. Donc, merci infiniment à vous deux d'avoir été présentes aujourd'hui, d'avoir partagé avec nous autant de trucs concrets. Je pense que ça ressort dans les commentaires ce que les gens disent. Donc, merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous revoir tous bientôt. Merci. Merci pour tout. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.